Il y a des histoires qui ne sont pas seulement écrites dans les livres, mais dans la lutte quotidienne d'un peuple. L'histoire de la Hollande en est un exemple vivant. Un pays né du vent, de l'eau et du courage. Et peut-être, quelque part, votre propre histoire ressemble un peu à la sienne. Parce que comme les Hollandais, vous aussi avez déjà affronté des tempêtes. Vous aussi avez senti le monde s'effondrer autour de vous. Et peut-être comme eux, vous vous êtes demandé comment continuer. Les Pays-Bas nous montrent que la réponse existe. Ce pays a transformé ses fragilités en force, ses douleurs en chemin et ses limites en pont. Et c'est ce que vous allez découvrir. Comment un petit peuple a trouvé des solutions géantes pour survivre, grandir et inspirer le monde. Et comment cela peut aussi inspirer votre propre vie. Avant de commencer notre histoire, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et laissez-moi un commentaire ci-dessous. Cela aide beaucoup YouTube à montrer cette vidéo à davantage de personnes passionnées d'histoire comme vous. Vous pouvez commenter, par exemple, « Je suis prêt à découvrir la véritable histoire de la Hollande ». Votre message fait toute la différence, vraiment. Merci de soutenir ce projet et de faire vivre la passion pour l'histoire. 1. Les premiers peuples et leurs origines dans les basses-terres. Quand on pense à l'histoire des Pays-Bas, on imagine souvent des moulins à vent, des canaux et des villes grouillant de vélos. Mais bien avant les maisons penchées d'Amsterdam ou les tulipes qui ornent aujourd'hui les cartes postales, ces terres étaient un territoire sauvage, humide, rude et extrêmement difficile. Un lieu où la nature régnait en maître et où seuls les plus résistants parvenaient à survivre. Il y a des milliers d'années, les terres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas étaient composées de marécages, de dunes côtières et de zones inondées par des rivières aux cours changeants constamment. C'était une région de basse altitude, littéralement basse, certaines parties même en dessous du niveau de la mer. C'est pourquoi les premiers habitants n'ont pas cherché à conquérir de hautes montagnes, mais plutôt à rester au sec. Les peuples arrivés dans cette région, Celtes, Germains et surtout Frisons, durent apprendre à vivre avec l'eau. Ils n'avaient ni ville, ni royaume, ni rempart. Ils vivaient dans de petits villages de bois et de terre, construits sur des buttes appelées terpènes. Ces buttes n'avaient rien d'ornemental, elles étaient essentielles à leur survie. Lorsque la mer montait ou que les rivières débordaient, ces peuples grimpaient sur les terpènes, comme sur de petites îles. C'était leur moyen de survivre. Imaginez un instant, le vent froid de la mer du Nord, l'odeur salée de l'eau qui monte lentement, les familles qui s'affairent ensemble à consolider leur maison avant une tempête. Pour ces premiers colons néerlandais, chaque jour était une lutte silencieuse contre les éléments, mais c'était aussi une vie empreinte d'ingéniosité. Ils ont appris à maîtriser l'eau bien avant l'avènement du génie moderne. Ils ont inventé des canaux rudimentaires, des systèmes de drainage et des méthodes agricoles adaptées aux sols humides. C'est ici que le lien entre les Néerlandais et l'eau est né, par nécessité, mais aussi par créativité. Et ils n'étaient pas isolés. Malgré les difficultés de la vie dans ces contrées, leur situation géographique était stratégique. Le Rhin, la Meuse et l'Escaut reliaient ces villages à l'intérieur de l'Europe. Très tôt, ces communautés échangèrent biens, idées et coutumes avec d'autres peuples germaniques. Cela peut paraître simple, mais ce contact a semé les graines du futur esprit commercial néerlandais. Ces premiers colons n'ont laissé derrière eux ni châteaux ni grands monuments, mais ils ont légué quelque chose de bien plus précieux, un état d'esprit. L'idée qu'aucun obstacle, ni la mer, ni les tempêtes, ni même la nature, ne peut être plus fort qu'un peuple uni. La culture de la coopération, si caractéristique des Pays-Bas, a pris naissance ici, dans ces petits villages luttant contre la mer. C'est donc sur ces modestes fondements que commence l'histoire de la Hollande. Une histoire qui, dès le départ, serait marquée par la force, la résilience et la capacité de transformer les difficultés en opportunités. L'arrivée de l'Empire romain et son influence sur la région.
Après des siècles de présence celte, germanique et frison dans ces plaines, un nouvel acteur fit son apparition, le puissant Empire romain. C'était au 1er siècle avant JPC, et Rome, dans son ambition d'étendre ses frontières, se tourna vers le nord, vers ces terres humides, froides et apparemment inhospitalières, mais d'une valeur stratégique inestimable. Les Romains ne cherchaient pas à conquérir toute la région, car franchement, qui aurait voulu occuper un territoire inondé plusieurs fois par an? Mais ils souhaitaient la contrôler. Leur objectif était clair, dominer les routes du Rhin et sécuriser la frontière nord de l'Empire. Ils établirent donc des forts, des garnisons militaires et des villes stratégiques dans ce qui est aujourd'hui le sud des Pays-Bas. L'un des lieux les plus importants fut Nimègue, qui devint un centre militaire romain et la plus ancienne ville des Pays-Bas. Maastricht fut un autre site clé. La construction d'un pont sur la Meuse y transforma à jamais le commerce de la région. Là où n'existaient autrefois que des villages de boue et de bois, virent apparaître des campements organisés, des rues pavées et des marchés regorgeant de marchandises venues de contrées lointaines comme l'Hispanie, l'Italie et la Gaule. Mais l'aspect le plus intéressant n'était pas l'infrastructure, mais l'échange culturel. Les populations locales, notamment les Bataves, un peuple germanique vivant entre le Rhin et le Waal, devinrent des alliés précieux de Rome. Leur bravoure était telle que nombre d'entre eux furent intégrés aux troupes d'élite de l'armée romaine. Cela leur permit de voyager à travers l'Empire, d'apprendre de nouvelles techniques de guerre, d'architecture et d'agriculture, et de retourner ensuite dans leur pays avec un savoir qui allait transformer leur mode de vie. Bien sûr, la paix n'était pas toujours au rendez-vous. Il y eut des tensions, des rébellions et des affrontements, comme la célèbre révolte batave menée par Gaius Julius Civilis en 69 après JC. Ce fut l'un des soulèvements les plus audacieux contre Rome dans toute l'Europe occidentale. Bien qu'elle ait finalement été réprimée par les Romains, elle révéla une caractéristique qui allait marquer les Néerlandais au fil des siècles, un profond attachement à l'autonomie. Avec le temps, cependant, les relations se stabilisèrent. Les Romains apportèrent des routes, des techniques agricoles plus sophistiquées, des systèmes de drainage plus efficaces et une organisation politique plus complète. En retour, les populations locales offrirent leur loyauté militaire, des marchandises du Nord et la protection de leurs frontières. Ce contact avec Rome a laissé une marque invisible mais permanente. La région a commencé à se structurer, à s'intégrer à des réseaux commerciaux plus vastes et à devenir un pont entre la Méditerranée et l'Europe du Nord. Lorsque l'Empire romain commença à s'effondrer au siècle, nombre de ses édifices furent abandonnés, ses légions se retirèrent et sa culture se mêla définitivement à celle des peuples germaniques. Mais les germes qu'ils avaient semés, organisation, commerce, infrastructures et contacts avec le monde, ne disparurent pas. Grâce à Rome, la Hollande n'était plus seulement un pays de marécages et de tertres. C'était un point stratégique, un carrefour, un lieu de rencontre entre différentes cultures et différents peuples. Et au moment même où Rome disparaissait, un nouveau chapitre s'ouvrait, marqué par de puissantes tribus, l'émergence de royaumes et la lente construction de ce qui allait devenir l'identité néerlandaise. 3. Le Haut Moyen Âge, francs, frisons et christianisation. Lorsque les Romains quittèrent finalement les plaines, ils ne laissèrent pas un vide, mais un champ ouvert. Les anciennes forteresses s'écroulèrent. Les voies romaines étaient toujours là, mais moins fréquentées, et les peuples qui avaient coexisté avec l'Empire durent désormais forger leur propre destin. C'est alors que 3 acteurs essentiels émergèrent pour cette nouvelle ère: les Francs, les Frisons et l'arrivée du christianisme. Après le retrait des Romains, les Frisons se renforcèrent. Peuple fier et doté d'un fort sentiment d'identité, ils étaient habitués à vivre entre mer et fleuve. Ils dominaient une grande partie des terres côtières du Nord, ce que nous appelons aujourd'hui la Frise et une partie de la Hollande septentrionale. Leur économie reposait sur l'élevage, le commerce maritime et le contrôle stratégique des voies fluviales. Pendant ce temps, depuis le sud, les Francs progressaient.
Ce peuple germanique commença à s'étendre, formant une nouvelle puissance en Europe occidentale. Sous la dynastie mérovingienne, puis, avec une force bien plus grande, sous les Carolingiens, les Francs conquirent progressivement des territoires ayant appartenu à Rome. Leur chef le plus célèbre sera plus tard Charlemagne, bien que son influence se soit fait sentir bien avant. Frisons et Francs s'affrontèrent à maintes reprises. Non par hasard, mais parce que chacun convoitait le contrôle des fleuves commerçants, des terres fertiles et surtout de l'accès à la mer du Nord. Ces territoires, dépourvus de montagnes et de forteresses naturelles, étaient si vastes que chaque mètre gagné ou perdu pouvait changer de main à plusieurs reprises. Au milieu de ces conflits, un nouvel élément est apparu qui allait transformer complètement la région, le christianisme. Même à l'époque romaine, de petites missions chrétiennes existaient, mais c'est au Moyen Âge central que le christianisme commença véritablement à s'implanter. Ce développement fut dû à des figures que l'on considère aujourd'hui comme des héros spirituels et culturels. Parmi elles, Willibrord, missionnaire anglo-saxon arrivé en Frise au 7e siècle, se distingua. Il fonda des églises, diffusa la foi chrétienne et établit des contacts avec les notables locaux. Sa tâche était ardue. Les Frisons étaient réticents à abandonner leurs croyances traditionnelles, mais la franchise et le talent diplomatique de Willibrord permirent de les convaincre. Puis apparut une autre figure déterminante, Boniface. Ce missionnaire allemand poursuivit l'œuvre d'évangélisation avec un dévouement immense. En 754, alors qu'il prêchait à Docum, en Frise, il fut tué et devint martyr. Sa mort eut un impact profond et accéléra la conversion de la région, car elle renforça l'idée que le christianisme devait unir les peuples sous une même foi. Pendant ce temps, les Francs poursuivaient leur avancée. Avec l'arrivée de Charlemagne, l'expansion devint quasiment inévitable. Pour Charlemagne, la consolidation des territoires du Nord était essentielle, non seulement sur le plan politique, mais aussi religieux. Sous son règne, les Frisons furent définitivement intégrés à l'Empire carolingien. La christianisation a transformé les modes de vie. Des églises en bois ont vu le jour, suivies de celles en pierre. Des monastères se sont développés, servant de centres d'éducation, d'agriculture et d'administration. Et la vie quotidienne a commencé à s'organiser selon le calendrier religieux. La culture écrite, pratiquement inexistante chez les tribus germaniques, a commencé à se diffuser grâce aux moines. Avec la domination franque, les plaines entrèrent dans une nouvelle phase, plus organisée, plus connectée et plus intégrée au reste de l'Europe. Mais les défis n'étaient pas encore terminés, car au moment même où la région semblait retrouver une certaine stabilité, un nouveau danger est apparu de la mer. Un danger aux longues voiles, aux navires rapides et aux guerriers redoutés dans toute l'Europe, les Vikings. Et c'est là que l'histoire continue. 4. L'essor des villes médiévales et de la Ligue hanséatique. Suite à l'intégration des plaines au monde franc et à la diffusion du christianisme, la région connut une profonde transformation. Les villages, auparavant isolés au milieu des marais et des rivières, commencèrent à se connecter de plus en plus entre eux, et la vie communautaire, jadis limitée à de petits groupes, s'étendit pour donner naissance à quelque chose de totalement nouveau. Les premières villes médiévales. Aux Xe et XIe siècles, la population augmenta. Les techniques agricoles s'améliorèrent grâce aux monastères, qui introduisirent de nouveaux outils, des systèmes de drainage et des méthodes agricoles plus efficaces. Cela permit de produire davantage de nourriture, de nourrir plus d'habitants et, par conséquent, de favoriser le développement des zones urbaines. Mais il y avait un autre facteur essentiel. La plaine, de par sa situation stratégique entre la mer du Nord, le Rhin, la Meuse et l'Escaut, et les routes commerciales reliant l'Angleterre, la Scandinavie, l'Allemagne et les Flandres, offraient un emplacement idéal pour le commerce. C'est ainsi que des villes, comme celle-ci, ont commencé à émerger. Utrecht, un centre religieux et politique très influent. Deventer et Zwolle, marchés fluviaux importants. Kampen,
avec un accès direct à la mer et au commerce extérieur. Amsterdam, qui, bien que toujours petite, se préparait à son avenir glorieux. Leiden, Haarlem, Dordrecht, centres de production textile, de pêche et de commerce. Contrairement à de nombreux royaumes européens, dans ces contrées, les villes ne se sont pas développées autour de châteaux, mais autour de ports et de marchés. Le commerce était le moteur de ces cités. Les marchands néerlandais ne se contentaient pas de vendre des produits locaux comme le poisson, le sel, la laine et les textiles. Ils jouaient également le rôle d'intermédiaire entre les pays. Ils importaient des céréales de la Baltique, du vin de France, du bois de Scandinavie et des produits manufacturés d'Allemagne. Chaque marchandise avait une destination et un prix, et chaque transaction enrichissait les villes. Avec cet essor commercial, un élément fondamental du développement régional a émergé, la Ligue hanséatique. La Ligue hanséatique n'était ni un pays ni un empire. Il s'agissait d'un vaste réseau commercial regroupant des villes d'Allemagne, de Scandinavie, de Pologne, de Russie et des Pays-Bas. C'était un club économique unissant des dizaines de cités pour protéger leurs routes commerciales, leurs produits et leurs intérêts. C'était comme une immense alliance de marchands qui contrôlaient les mers et les fleuves d'Europe du Nord. Des villes néerlandaises comme Deventer, Kampen et Zutphen rejoignirent cette ligue, devenant des centres commerciaux essentiels. Grâce à la Ligue hanséatique, les marchands néerlandais bénéficièrent d'une protection navale, d'accords d'exclusivité et même d'une influence politique. La vie urbaine a complètement changé. Les villes étaient remplies des guildes d'artisans qui déterminaient la qualité et les prix, marchés hebdomadaires où se côtoyaient agriculteurs et marchands, bâtiments publics tels que les mairies et les bureaux de pesage. Des rues étroites et pavées, pleines de tavernes et d'ateliers, des quais remplis de navires chargés de marchandises et de marins. Pour la première fois, ces terres cessèrent d'être perçues comme une région reculée et marécageuse. Elles étaient désormais considérées comme des centres prospères, où la richesse affluait et où l'économie maritime occupait une place centrale. Mais cette croissance a également engendré de nouveaux défis. Les territoires réclamaient davantage d'autonomie. Les villes gagnaient en puissance, les seigneurs féodaux résistaient et des tensions politiques commençaient lentement à apparaître, tensions qui allaient plus tard s'avérer décisives pour le destin des Pays-Bas. Et tandis que les villes prospéraient, une nouvelle force arriva pour unifier et administrer ces terres, les puissants ducs de Bourgogne. Avant de poursuivre avec cette partie importante de l'histoire, permettez-moi de vous poser une question rapide. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Parfois, on le croit, mais il n'est pas activé. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime aussi l'histoire. Par ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu et vous contribuez à la croissance de cette communauté. Votre soutien est vraiment précieux. Continuons l'histoire. 5. Le règne des ducs de Bourgogne et l'unification initiale. À mesure que les villes néerlandaises se développaient et prospéraient grâce au commerce et à la Ligue hanséatique, une question inévitable se posait. Qui gouvernerait réellement tous ces territoires prospères? Jusque-là, la région était divisée en de nombreux comtés, duchés et seigneuries, la Hollande, la Zélande, le Brabant, la Gueldre, Utrecht, entre autres. Chacun avait son propre souverain, ses propres lois et souvent ses propres rivalités. Ils étaient comme les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtaient jamais parfaitement. Puis, au XIVe siècle, une famille apparut qui allait complètement changer le destin de ces terres, les ducs de Bourgogne. Les Bourguignons n'étaient pas néerlandais, ils venaient de France et leur ambition était immense. Ils aspiraient à bâtir un État vaste, indépendant, puissant, riche et bien organisé, capable de rivaliser avec la France et le Saint-Empire romain germanique. Pour ce faire, ils devaient contrôler les régions les plus précieuses d'Europe du Nord, notamment les Pays-Bas. À partir de 1384, avec l'arrivée de Philippe le Hardi, l'influence bourguignonne commença à s'étendre. Mais c'est son petit-fils,
Philippe le Bon, Philippe III de Bourgogne, qui transforma véritablement ces terres. Sous son règne, les territoires de la région furent progressivement intégrés en un ensemble plus organisé. Flandre, Brabant, Pays-Bas, Zélande, Henao, Luxembourg, Utrecht, Groningue. Pour la première fois de l'histoire, ces territoires, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas, ont commencé à s'unir sous un seul gouvernement. Ce n'était pas une union parfaite, mais c'était le début de quelque chose de bien plus vaste. Les Bourguignons ont apporté avec eux un niveau de sophistication politique et culturelle sans précédent. Ils ont installé la cour dans des villes comme Bruges, Bruxelles et Lille. Et avec elle est arrivée une splendeur artistique et administrative qui a ébloui toute l'Europe. Sous son contrôle, des administrations centralisées furent mises en place, les impôts et l'efficacité financière ont augmenté. Un système juridique plus uniforme a été créé, les villes ont acquis une importance politique, le commerce a prospéré encore davantage, et la culture bourguignonne, luxueuse, raffinée et cérémonielle, a laissé une empreinte indélébile. La cour de Bourgogne était célèbre pour ses grands banquets, son art raffiné, sa littérature et ses cérémonies fastueuses. Des peintres tels que Jan van Eyck et Rogier van der Weyden travaillèrent sous le patronage de ces ducs, élevant l'art flamand à des sommets que nous admirons encore aujourd'hui. Mais les Bourguignons exigeaient aussi discipline et contrôle. Les villes, habituées à une certaine autonomie, ressentaient la pression de ce nouveau pouvoir. Et bien qu'elles coopérèrent par intérêt personnel, la relation fut souvent marquée par des tensions latentes. Le dernier grand-duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, souhaitait étendre encore davantage son empire. Cependant, il mourut au combat en 1477 sans laisser d'héritier mâle. À sa mort, l'immense territoire bourguignon passa aux mains de sa fille, Marie de Bourgogne. Marie épousa Maximilien de Habsbourg, et les Pays-Bas entrèrent ainsi dans une nouvelle phase de leur histoire, le règne de la maison de Habsbourg, l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Ce qui avait commencé comme un projet d'unification bourguignon allait plus tard engendrer de telles tensions avec les Habsbourg qu'il aboutirait à l'une des guerres les plus décisives de l'histoire néerlandaise, la guerre de 80 ans. Mais avant l'arrivée de cette tempête, le territoire a dû traverser une phase de transition cruciale. 6. L'empire des Habsbourg et le mécontentement général. À la mort prématurée de Marie de Bourgogne en 1482, les Pays-Bas passèrent à son époux, Maximilien de Habsbourg, puis à leur fils, Philippe le Beau. Commença alors une nouvelle ère, celle des Habsbourg, une dynastie qui régna sur un empire si vaste qu'on dira plus tard que le soleil ne se couchait jamais sur ces terres. Pour les habitants des Pays-Bas, ce changement ne fut pas immédiat. Pendant un certain temps, la situation resta plus ou moins inchangée. Des villes prospères, un commerce florissant et une relative autonomie locale. Mais à mesure que les Habsbourg consolidaient leur pouvoir en Europe, leurs intentions se précisèrent. Ils aspiraient à un contrôle beaucoup plus fort et centralisé sur l'ensemble de leur territoire. La situation prit un tournant décisif lorsque le petit-fils de Maximilien, Charles Ier d'Espagne et fils du Saint-Empire romain germanique, hérita de la quasi-totalité du territoire. L'Espagne, l'Autriche, les territoires italiens, les Amériques nouvellement conquises et bien sûr les Pays-Bas. Charles V avait passé sa jeunesse aux Pays-Bas, parlait les langues locales et possédait une profonde compréhension de la mentalité néerlandaise, ce qui lui permit, dans un premier temps, de gouverner avec équilibre. Mais sa vision était entièrement impériale. Pour lui, les provinces de plaine étaient des pièces importantes sur son gigantesque échiquier politique. Et il avait besoin qu'elles soient ordonnées, obéissantes et alignées sur ses décisions. Ainsi débuta une série de mesures de centralisation. Les impôts furent augmentés pour financer les guerres européennes. Certaines libertés des villes furent restreintes. On a cherché des moyens d'unifier les lois. Le système de gestion a été réorganisé.
et la vie religieuse était surveillée de plus près, notamment avec la progression croissante du protestantisme. Ce dernier point serait décisif. Tandis que Charles Quint s'efforçait de maintenir l'unité catholique dans son vaste empire, les idées protestantes de Martin Luther se répandirent rapidement à travers l'Europe. Dans les Pays-Bas, où les villes avaient une longue tradition de pensée critique et de lecture, ces idées trouvèrent un terrain fertile. Marchands, artisans et même certains nobles commencèrent à percevoir le protestantisme comme un moyen de s'opposer aux abus de l'Église et, simultanément, de défendre leur autonomie face au pouvoir central. Charles Quint réagit avec violence. Des édits furent promulgués condamnant les hérétiques, les prédicateurs clandestins furent persécutés et de sévères peines infligées. Pour Rome, il s'agissait d'une défense légitime de la foi. Pour les habitants, d'une intrusion intolérable dans leur vie. C'est précisément dans ce climat de tensions religieuses, économiques et politiques que Charles Quint décida d'abdiquer en 1555. Épuisé après des décennies de guerre, il divisa ses territoires. Il donna le Saint-Empire romain germanique à son frère Ferdinand et l'Espagne et les Pays-Bas à son fils Philippe II. C'est là que le véritable conflit commencerait. Car Philippe II, contrairement à son père, ne connaissait pas les plaines, ne parlait pas leur langue, ne comprenait pas leurs coutumes et n'avait aucune patience pour leur liberté traditionnelle. Sa vision était rigide, profondément religieuse et centralisatrice. Sous son commandement, les impôts ont encore augmenté, l'Inquisition s'est endurcie, l'autonomie locale a diminué et la surveillance religieuse est devenue un instrument d'oppression. Dans ce contexte, le mécontentement a cessé d'être silencieux. C'est devenu quelque chose de palpable, de croissant, d'inévitable. Les nobles protestèrent, les villes s'agitèrent, les marchands craignirent l'effondrement de la prospérité économique. Tout semblait prêt à exploser, et cela arriva. Car ce mécontentement, alimenté pendant des années, allait donner naissance à l'un des conflits les plus longs et les plus importants de l'histoire néerlandaise. La guerre de 80 ans, la révolution qui allait créer une nouvelle nation. 7. La rébellion néerlandaise et la guerre de 80 ans. Le mécontentement qui s'était accru sous le règne de Philippe II devint bientôt impossible à contenir. Les villes murmuraient, les nobles protestaient et le peuple vivait dans la crainte de persécutions religieuses. C'était comme si une cocotte minute était sur le point d'exploser. Et finalement, ça a explosé. Tout a commencé par de petits gestes, mais chacun d'eux a allumé une étincelle. En 1566, un groupe de nobles présenta à Marguerite de Parme, gouvernante des Pays-Bas et demi-sœur de Philippe II, une pétition. Un appel à mettre fin aux dures persécutions religieuses. Ils ne réclamaient ni l'indépendance, ni la révolution, simplement un traitement plus humain. Mais leurs ennemis les ridiculisèrent, les traitant de mendiants. Ce qui était censé être une insulte est devenu un symbole. Ce même nom serait utilisé avec fierté par les rebelles. La même année, un événement encore plus important se produisit, la fureur iconoclaste. Dans toute la région, notamment en Flandre et aux Pays-Bas, des groupes de protestants ont pris d'assaut des églises et des monastères, détruisant images religieuses, statues et objets d'art catholiques. Il ne s'agissait pas simplement de vandalisme, c'était un cri de désespoir contre l'oppression religieuse. Mais pour Philippe II, c'était une provocation intolérable. La réaction du roi fut immédiate et brutale. Il envoya aux Pays-Bas l'un de ses généraux les plus redoutés, le duc d'Albe. Et avec elle est apparue la peur. Alba créa un tribunal spécial, le Conseil des troubles, mais le peuple lui donna un nom bien plus explicite, le tribunal du sang. Des milliers de personnes furent persécutées, emprisonnées, exécutées ou spoliées de leurs biens. Même deux nobles influents, Egmont et Horn, furent publiquement décapités à titre d'exemple. Le message était simple, obéissance totale ou châtiment exemplaire. Mais au lieu de soumettre la région, la violence n'a fait que renforcer la résistance. C'est là qu'apparaît l'une des figures les plus importantes de l'histoire néerlandaise, Guillaume d'Orange, dit Guillaume le Taciturne.
Guillaume était un noble proche de la cour d'Espagne, mais il ne pouvait plus supporter la tournure des événements. Il refusait d'accepter la répression religieuse et la destruction des libertés traditionnelles des provinces. Il prit donc la tête d'une résistance qui, avec le temps, allait se transformer en guerre ouverte. La rébellion ne fut ni immédiate ni facile. Au début, les rebelles subirent des défaites. Mais peu à peu, ils gagnèrent du terrain, des alliés et des forces. Les villes du nord, telles que Leyde, Haarlem et Alkmaar, devinrent des bastions de la résistance. Leur détermination était telle qu'en 1574, lors du célèbre siège de Leyde, la ville résista des mois sans nourriture, souffrant de maladies et de privations, jusqu'à ce que les rebelles parviennent finalement à percer les digues et à utiliser l'eau comme une arme, inondant le camp ennemi. Cette victoire a marqué un tournant. La guerre avançait comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. En 1579, les provinces du Nord signèrent l'Union d'Utrecht, un pacte visant à instaurer une coopération militaire et à obtenir une autonomie. Bien qu'elles n'aient pas encore proclamé leur indépendance, il était clair que la voie était tracée dans cette direction. En 1581, ils l'ont finalement officialisé. Ils proclamèrent l'indépendance des Pays-Bas, déclarant que Philippe II avait failli à son rôle de souverain. Ainsi naquit la République des Provinces-Unies. Mais la guerre n'était pas terminée. Le conflit se poursuivit pendant des décennies, traversant différentes phases, batailles, alliances, trahisons et interventions de puissances étrangères telles que la France et l'Angleterre. Ce fut un conflit long, épuisant et sanglant qui dura jusqu'en 1648, 80 années de combat. Durant cette période, Guillaume d'Orange fut assassiné en 1584, mais son héritage perdura. Son fils, Maurice de Nassau, mena avec brio l'armée républicaine, consolidant l'indépendance et étendant le territoire. La guerre ne prit officiellement fin qu'avec la paix de Westphalie en 1648, où ce qui était évident depuis des décennies fut enfin reconnu. Les Pays-Bas avaient conquis leur liberté, et ainsi, après tant de sacrifices, une nouvelle nation est née, prête à devenir, très bientôt, l'une des plus grandes puissances économiques, culturelles et maritimes du monde. 8. La naissance de la République des Provinces-Unies, 1581. Après des décennies de tensions, de souffrances et de résistance, l'année 1581 marqua un tournant dans l'histoire des Pays-Bas. Il ne s'agissait plus seulement de protester contre les abus de la couronne espagnole, mais désormais de bâtir un pays entièrement nouveau. C'est ainsi que, dans le feu de la guerre de 80 ans, un événement historique se produisit. Les provinces rebelles du Nord ont officiellement déclaré que Philippe II n'était plus leur roi. Ils l'ont purement et simplement congédié et ont rompu tout lien avec lui. Cet acte fut consigné dans un document connu sous le nom d'acte d'abjuration, considéré par beaucoup comme l'acte fondateur de la future République. Dans ce document, ils affirmaient une chose révolutionnaire pour l'époque. Si un dirigeant manquait à ses obligations envers le peuple, celui-ci avait le droit de le destituer. Une idée qui, des siècles plus tard, allait devenir essentielle à la pensée démocratique moderne. Mais déclarer l'indépendance n'était que la première étape. Il a fallu bâtir un État sans roi, sans tradition monarchique et sans modèle préétabli. Ce qui en a émergé était unique en Europe. Une république composée de provinces semi-autonomes, chacune avec ses propres lois, ses villes puissantes et ses coutumes locales. Les 7 principales provinces étaient Pays-Bas, Zélande, Utrecht, Gueldre, Overijssel, Frise, Groningue. Ces territoires s'ajoutaient aux territoires et villes alliés, placés sous protection. Le centre névralgique de la République devint la ville de La Haye, siège des États généraux, où se réunissaient les représentants de chaque province pour prendre des décisions communes. Mais le plus intéressant est que cette république n'avait ni président ni roi. Elle fonctionnait plutôt comme une sorte de fédération où le pouvoir était réparti entre nobles, marchands et chefs locaux. 2 figures se distinguaient dans ce système. Le grand retraité. Il était en quelque sorte le premier ministre de la province de Hollande, la plus influente de toutes. C'était un maître de la diplomatie et de l'administration.
Le Stadtholder, une fonction héritée de l'époque bourguignonne, qui représentait à l'origine le monarque, mais qui, dans la République, devint celle d'un chef militaire et souvent d'une figure centrale de l'État. La famille la plus influente dans ce rôle fut la maison d'Orange-Nassau, perpétuant l'héritage de Guillaume le Taciturne. Ce système était complexe, parfois chaotique, mais il fonctionnait. Et cela a fonctionné car c'était parfaitement en phase avec la mentalité néerlandaise. Autonomie locale, libre-échange, coopération concrète et surtout rejet de toute autorité absolue. Pendant ce temps, la guerre se poursuivait. La République devait se défendre contre les attaques espagnoles, protéger ses routes commerciales et maintenir l'unité d'une région composée de provinces très différentes. Cependant, c'est précisément au cœur de cette guerre que les Provinces-Unies commencèrent à se transformer en puissance. Leurs marchands dominaient les mers, leurs explorateurs cherchaient de nouvelles routes et leurs villes s'enrichissaient sans cesse. Ce qui avait commencé comme un petit territoire rebelle allait devenir l'un des centres économiques et culturels les plus brillants du monde occidental. Car la République des Provinces-Unies n'était pas seulement née, elle était sur le point d'entrer dans son âge d'or. Avant de poursuivre avec cette partie fascinante de l'histoire, je voudrais vous demander une faveur très simple, mais qui serait très utile à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque abonnement et chaque j'aime permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, aiment en apprendre davantage sur l'histoire du monde. Votre geste fait vraiment la différence. Continuons l'histoire. 9. L'âge d'or néerlandais, commerce, art et puissance mondiale. Après leur indépendance de facto et la consolidation de la jeune République, les Provinces-Unies s'apprêtaient à vivre l'une des périodes les plus extraordinaires de leur histoire. Une époque où un petit territoire, sans roi et dépourvu de ressources naturelles abondantes, parvint à devenir l'une des puissances économiques, maritimes et culturelles les plus influentes du monde. Cette période est connue sous le nom de siècle d'or néerlandais et s'étend approximativement sur les 16e et 17e siècles. Mais comment un si petit pays a-t-il pu aller aussi loin? La réponse est une combinaison d'ingéniosité, de nécessité et d'audace. Tout d'abord, les Néerlandais ont compris quelque chose que de nombreuses nations ont mis des siècles à comprendre. La mer n'était pas une barrière, mais un chemin. Tandis que d'autres pays se concentraient sur des guerres intestines ou la défense de leurs frontières, les Néerlandais construisaient des navires plus rapides, plus robustes et plus performants. Ces navires, appelés fluit, étaient de véritables machines parfaites du commerce maritime. Leur construction coûtait moins cher, ils nécessitaient un équipage réduit et leur capacité de transport était bien supérieure. Grâce à eux, les ports néerlandais, et notamment Amsterdam, devinrent des centres du commerce mondial. On y trouvait des épices d'Asie, de l'argent d'Amérique, du bois de la Baltique, du vin de France, des armes, des tissus, du blé, du thé, du sucre, de tout. Amsterdam s'est transformé en un gigantesque marché mondial avant même que le concept n'existe. Et ce n'est pas tout. C'est aussi le berceau de la première bourse du monde, un lieu où les négociants et les investisseurs pouvaient acheter et vendre des actions, planifier des itinéraires et financer des expéditions. L'économie moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve précisément ses racines dans cette époque et dans cette région, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VOC. Cette entreprise était si puissante que de nombreux historiens la considèrent comme la première méga-corporation internationale. Elle possédait sa propre flotte, ses propres armées privées, des bases en Asie et une structure administrative complexe. Elle contrôlait des routes commerciales clés et avait établi des ports dans des lieux tels que Indonésie, Inde, Japon, Afrique du Sud. La VOC a permis aux Provinces-Unies de dominer le commerce des épices pendant des décennies, l'un des secteurs les plus lucratifs au monde. La Compagnie des Indes occidentales, WIC. Elle opérait en Amérique et en Afrique, participant au commerce atlantique et aux conflits avec les puissances ibériques.
Les Néerlandais fondèrent des villes comme la Nouvelle-Amsterdam, qui sera plus tard rebaptisée New York lorsqu'elle passa sous domination anglaise. Parallèlement, à l'intérieur même du pays, une autre révolution se déroulait, la révolution culturelle. Les Néerlandais du siècle d'or valorisaient l'éducation, le travail acharné et l'art. Les riches marchands commandaient des peintures, des portraits, des paysages et des scènes de la vie quotidienne. Ainsi apparurent des génies immortels tels que Rembrandt, maître de la lumière et de la profondeur émotionnelle. Vermeer, créateur de scènes intimes empreintes de silence et de mystère. Frans Hals, expert dans l'art de représenter des expressions vivantes et dynamiques. Jamais auparavant, une si petite société n'avait produit autant d'artistes de renommée mondiale. Et ce n'est pas seulement l'art qui a prospéré. La science a également connu un essor impressionnant. Des personnalités comme Christian Huygens ont excellé en astronomie, en mathématiques et en physique, plaçant la République à l'avant-garde de la pensée scientifique. Mais cette période faste ne fut pas sans difficulté. Les Provinces unies durent faire face à des puissances telles que l'Angleterre, la France et l'Espagne, qui redoutaient leur essor commercial. Les guerres anglo-néerlandaises se déroulèrent principalement en mer, où des flottes gigantesques s'affrontèrent pour le contrôle du commerce mondial. Malgré les conflits, la République est restée forte. Son économie, son système financier, son art et son esprit d'entreprise ont transformé ce petit territoire en un joyau commercial de l'Europe. Cependant, chaque lumière a son ombre. À mesure que d'autres nations apprenaient leurs techniques, la domination néerlandaise commença à se heurter à une concurrence féroce. L'Angleterre gagnait en puissance, la France se renforçait et l'équilibre des forces commençait à se modifier. L'âge d'or ne durerait pas éternellement, mais cela laisserait une marque indélébile sur le monde et préparerait les Pays-Bas à affronter les turbulences du siècle suivant, au cours duquel de grandes puissances, comme la France et le Royaume-Uni, tenteraient de redessiner la carte de l'Europe. Le chapitre suivant montrera comment cette brillante république a dû défendre son existence contre le pouvoir écrasant d'un seul homme, Louis XIV, le roi Soleil. 10. Les guerres contre l'Angleterre et la France, la lutte pour la domination maritime. Lorsque s'acheva le brillant siècle d'or néerlandais, les Pays-Bas étaient au sommet du commerce mondial. Leurs navires sillonnaient tous les océans, leurs ports regorgeaient de marchandises exotiques et leur économie semblait irrésistible. Mais plus la République brillait, plus elle attirait l'attention d'autres puissances qui n'étaient pas disposées à laisser un si petit pays contrôler autant d'avantages. Ce fut l'origine d'une série de conflits qui marquèrent profondément le destin des Pays-Bas. Les guerres contre l'Angleterre et les tensions avec la France. Il ne s'agissait pas de simples batailles, c'étaient des luttes pour le contrôle du commerce mondial, des routes maritimes, des richesses et du prestige. La rivalité avec l'Angleterre, deux puissances maritimes face à face. Imaginez l'Europe du XVIIe siècle comme un immense échiquier où chaque pays déplace ses pièces pour dominer le commerce. Deux de ces pièces étaient particulièrement imposantes, les navires anglais et néerlandais. Ces deux pays dépendaient de la mer, commerçaient avec la moitié du monde et aspiraient tous deux à devenir la première puissance mondiale. Leur affrontement était inévitable. Les guerres anglo-néerlandaises. Entre 1652 et 1674, les deux pays s'affrontèrent lors de 3 guerres navales. Ces conflits furent impressionnants. Des centaines de navires alignés à l'horizon, les canons tonnant, les voiles claquant au vent, la fumée s'élevant de la mer. Les Anglais cherchaient à limiter la domination néerlandaise et à imposer des lois leur conférant le contrôle exclusif du commerce. Les Néerlandais défendaient leur liberté de navigation et la protection de leurs routes commerciales. Ces guerres ont donné naissance à des figures légendaires telles que Michiel de Ruyter, le grand amiral néerlandais, célèbre pour son intelligence et son courage. Marten Tromp, un autre commandant devenu symbole de la résistance.
En 1667, De Ruyter accomplit un exploit dont on se souvient encore avec fierté. Il remonta la Tamise face à Londres et s'empara de l'un des navires amiraux anglais, le HMS Royal Charles. Ce coup d'éclat fut si audacieux qu'il choqua le royaume d'Angleterre. Mais la rivalité ne s'arrêta pas là. L'Angleterre, plus nombreuse, disposant de plus de ressources et d'un gouvernement de plus en plus centralisé, allait progressivement prendre l'ascendant dans ce duel maritime. La menace française, la puissance écrasante du roi Soleil. Pendant que les Néerlandais combattaient les Anglais, un autre danger se profilait à l'horizon. La France, gouvernée par Louis XIV, le célèbre roi Soleil. Pour lui, les Pays-Bas constituaient un obstacle économique et politique. De plus, la République protestante incarnait une idéologie opposée à l'absolutisme français. En 1672, la France lança une invasion massive. Cette année restera dans l'histoire néerlandaise comme l'année du désastre. Rampjar. Les troupes françaises progressèrent rapidement par voie terrestre, tandis que l'Angleterre attaquait de nouveau par la mer. Le pays semblait sur le point d'être anéanti. Mais les Néerlandais ont fait quelque chose que peu de peuples auraient imaginé. Ils ont inondé leur propre territoire. Ils ont ouvert des digues, abattu des barrières et laissé l'eau recouvrir des champs entiers, créant ainsi un mur liquide, infranchissable pour les armées françaises. Cet acte désespéré mais brillant a permis de sauver la République. Dans le même temps, un nouveau chef militaire émerge, Guillaume III d'Orange, qui réorganise la résistance et parvient à contenir les Français. Un équilibre fragile mais crucial. Après des années de guerre, d'usure et de négociations, des accords de paix ont été conclus. Les Pays-Bas n'ont pas été vaincus, mais le conflit a laissé de profondes conséquences. Ils ont perdu une partie de leur puissance économique. L'Angleterre commença à s'affirmer comme la grande puissance maritime de l'avenir. La France a continué d'étendre son influence en Europe. La République néerlandaise comprit que son ère de domination absolue touchait à sa fin. Cependant, survivre à ces attaques combinées fut un exploit monumental. Un petit pays, encerclé par des ennemis plus puissants, parvint à tenir bon grâce à son ingéniosité, sa connaissance de l'eau et sa résilience. Et puis, il se produisit autre chose. Guillaume III d'Orange, le même dirigeant qui avait défendu la République, allait bientôt jouer un rôle surprenant dans l'histoire européenne, emmenant les Pays-Bas à influencer la monarchie anglaise. C'est le sujet du prochain chapitre. 11. Guillaume III d'Orange, l'homme qui a sauvé la République et changé l'histoire de l'Europe. Ayant survécu aux attaques combinées de l'Angleterre et de la France lors de la terrible Rampjar, l'année du désastre de 1672, les Pays-Bas étaient meurtris, épuisés et confrontés à un avenir incertain. Mais c'est précisément dans ce moment sombre qu'émergea une figure qui allait non seulement protéger la République, mais aussi étendre son influence bien au-delà de ses frontières. Cet homme était Guillaume III d'Orange. William était jeune, à peine âgé de 20 ans, lorsque le pays s'effondra autour de lui. Pourtant, il avait grandi en entendant des récits de liberté religieuse, de résistance contre l'Espagne et du courage de ses ancêtres. L'idée que les Pays-Bas puissent tomber aux mains de la France, le royaume le plus puissant d'Europe sous Louis XIV, lui était tout simplement insupportable. Un leader inattendu en temps de crise. Alors que les Français avançaient par voie terrestre et que les Anglais attaquaient par la mer, les Néerlandais avaient désespérément besoin d'un chef pour unifier le pays. C'est alors que les citoyens, épuisés et apeurés, exigèrent que le jeune Guillaume soit nommé Stadholder, la charge qui, historiquement, avait dirigé la défense des Pays-Bas. En quelques mois seulement, Guillaume réorganisa les troupes, renforça les défenses et prit des décisions qui allaient changer le cours de la guerre. L'une des plus célèbres fut l'inondation contrôlée de vastes régions du pays. Briser les digues paraissait insensé, mais c'était le seul moyen d'arrêter l'armée française, l'une des plus redoutées au monde, sans l'affronter dans une bataille rangée. L'eau, qui avait été pendant des siècles l'ennemi naturel des Pays-Bas, devint leur arme la plus redoutable. La France fut stoppée. Les Néerlandais
retrouvèrent leur morale. Et Guillaume III, de jeune noble, fut considéré comme le sauveur de la nation. La longue confrontation avec le roi Soleil. Bien que l'invasion des Ramsaïens ait été contenue, Louis XIV ne renonça pas. La France demeurait une menace constante. Guillaume le connaissait. Aussi consacra-t-il les années suivantes à forger des alliances, à négocier avec d'autres puissances européennes et à préparer la République à résister à l'absolutisme français. Selon sa vision, l'Europe devait être maintenue en équilibre. Aucun roi ne devait avoir un pouvoir tel qu'il écrase les autres. Cette réflexion allait plus tard faire de lui le protagoniste d'un tournant historique qui allait même changer le destin de l'Angleterre. La glorieuse Révolution, quand un Hollandais devint roi d'Angleterre. À la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre était en proie à des conflits internes. Le roi Jacques II menait une politique absolutiste et favorisait le catholicisme dans un pays majoritairement protestant. Les tensions s'exacerbaient. Craignant de tomber sous la coupe d'une puissance semblable à celle de la France, les parlementaires anglais commencèrent à solliciter une aide extérieure. Et qui ont-ils appelé à Guillaume III d'Orange, chef protestant, défenseur d'une liberté religieuse modérée et ennemi déclaré de l'absolutisme français. En 1688, Guillaume mena l'une des expéditions les plus audacieuses de l'histoire européenne. Il débarqua en Angleterre avec une armée non pour la conquérir par la force, mais pour rétablir son équilibre politique. Chose incroyable, il ne rencontra quasiment aucune opposition. Ses idéaux étaient si largement partagés que Jacques II s'enfuit du pays sans opposer de résistance. Ainsi, Guillaume III devint roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, avec son épouse Marie II, fille de Jacques II, lors de ce que l'histoire appelle la Glorieuse Révolution, un changement politique sans effusion de sang qui assura la prédominance du Parlement sur la monarchie. Et grâce à cela, les Pays-Bas ont accompli quelque chose d'impensable. Leur chef devint le dirigeant du pays qui avait été leur ennemi le plus dangereux. Un nouvel équilibre européen. En tant que roi d'Angleterre et statutaire des Pays-Bas, Guillaume III parvint à unir les deux puissances contre la France. Cette alliance freina les ambitions du roi Soleil, équilibra la politique européenne et garantissait que la République des Provinces-Unies ne serait pas absorbée par les grands empires du continent. Bien que Guillaume n'ait pas eu d'enfant et que sa lignée directe se soit éteinte avec lui, son influence fut considérable. Sous son règne, l'Angleterre s'est transformée en une monarchie parlementaire moderne. La France a raté l'occasion de dominer totalement l'Europe. Les Pays-Bas ont conservé leur indépendance et retrouvé la stabilité. Sa vie prouvait qu'un dirigeant déterminé, même né dans un petit pays, pouvait changer le destin de tout un continent. 12. La fin du siècle d'or et l'émergence d'une nouvelle puissance européenne. Après l'influence considérable de Guillaume III d'Orange sur la politique européenne, en contenant la France, en réformant l'Angleterre et en assurant la survie de la République des Provinces-Unies, les Pays-Bas entrèrent dans une période que l'on pourrait qualifier de dernière étape de leur âge d'or. Moins fastueuse que celle du XVIIe siècle, cette période fut néanmoins marquée par la consolidation du pouvoir de la République, la maîtrise de ses erreurs et l'établissement d'une place stable sur la carte complexe de l'Europe. Pour comprendre cette phase, imaginons des Pays-Bas qui ne cherchent plus à conquérir les océans ni à bâtir de vastes empires. Ils aspirent désormais à quelque chose de plus paisible, mais tout aussi important, la stabilité, un commerce efficace et une diplomatie avisée. Après des décennies de guerre, d'invasions, de blocus et de tensions internes, le pays avait besoin de souffler. Un petit pays entouré de géants, la stratégie de survie par l'intelligence. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, l'Europe était dominée par d'énormes puissances, la France, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, la Prusse. Toutes disposaient d'armées brutales, de vastes territoires et d'ambitions démesurées. Les Pays-Bas, en revanche, étaient un petit territoire plat et vulnérable, mais doté d'un atout qu'aucun autre pays ne pouvait égaler.
une économie fondée sur le commerce mondial et un réseau financier incroyablement efficace. Alors que d'autres pays dépensaient des fortunes dans des guerres sans fin, les Néerlandais investissaient dans des canaux internes reliaient les villes comme les veines d'un corps vivant. Expansion des ports devenus des portes d'entrée sur le monde, des banques modernes, capables de financer des opérations internationales de grande envergure. Les flottes marchandes qui restaient les plus rapides et les mieux organisées d'Europe. C'était une stratégie quasi révolutionnaire. Acquérir du pouvoir sans posséder un empire territorial gigantesque. Amsterdam, le cœur financier du monde. Durant cette période, Amsterdam atteignit une maturité économique que peu de villes au monde pouvaient égaler. Ce n'était plus seulement un port rempli de navires et d'entrepôts, c'était devenu la capitale financière de la planète. Les activités suivantes y étaient menées. La bourse d'Amsterdam, où étaient négociées les actions de sociétés telles que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Des banques privées qui finançaient tout, des guerres aux expéditions scientifiques. Bureaux de change qui transféraient de l'argent du Japon vers les Caraïbes. Imaginez une sorte de Wall Street du XVIIIe siècle, mais entourée de canaux, de gondoles de marchands et de bâtiments historiques. Et bien que la République ne domine plus le commerce mondial comme autrefois, elle avait encore suffisamment de force pour rivaliser avec l'Angleterre, la France et l'Espagne sur des marchés clés tels que les épices, le sucre, la soie et les produits asiatiques. Une société en évolution, science, tolérance et culture. Parallèlement, à l'intérieur du pays, la vie sociale connaissait d'importantes mutations. Les Néerlandais, réputés pour leur tolérance religieuse depuis le XVIIe siècle, continuaient d'être un refuge pour les intellectuels, les philosophes et les scientifiques persécutés dans d'autres pays. Leurs universités abordaient des sujets considérés comme dangereux dans d'autres pays, la séparation entre science et religion. Nouvelles théories en médecine et en astronomie, des idées politiques plus égalitaires et modernes. Des villes comme Leiden, Utrecht et Amsterdam regorgeaient de penseurs qui ont promu les progrès dans les domaines de l'optique, de la cartographie, de l'hydraulique et des mathématiques. Et bien que la peinture n'ait plus connu la splendeur de Rembrandt ou de Vermeer, il existait encore des artistes talentueux qui dépeignaient la vie quotidienne néerlandaise avec une précision surprenante. Marché, famille, bateau, café, place. Le tout dans un style intime et humain. Le lent déclin, quand le commerce mondial devient un champ de bataille. Mais tout n'allait pas pour le mieux. Au fil du XVIIIe siècle, l'Angleterre s'affirmait comme une puissance industrielle et navale. Les Britanniques avaient appris plusieurs techniques commerciales des Hollandais et les surpassaient désormais. En plus, les guerres européennes ont épuisé les ressources. Les colonies réclamaient davantage d'investissements. Ces navires nécessitaient des systèmes de défense coûteux. La concurrence internationale était féroce. Les Pays-Bas restaient riches et organisés, mais ils n'étaient plus la grande puissance maritime du monde. Le leadership mondial se déplaçait lentement vers Londres. Malgré tout, la République a réussi à préserver quelque chose d'unique. Son identité, fondée sur le travail, la tolérance et l'ingéniosité pour transformer un petit territoire peu montagneux en l'une des économies les plus fortes de la planète. La fin de la République, quand les vents de la Révolution française atteignent la Hollande. Vers la fin du XVIIIe siècle, un événement explosif a secoué l'Europe, la Révolution française. Les idées d'égalité, de liberté et de fraternité se répandirent rapidement, tout comme l'ambition militaire de la Nouvelle-France révolutionnaire. Les Pays-Bas, économiquement affaiblis et politiquement divisés, n'ont pas pu résister aux pressions extérieures. En 1795, les Français envahirent le pays et l'ancienne République s'effondra, donnant naissance à la République batave, un État allié à la France. Mais c'est une autre histoire, celle qui nous mènera au prochain grand chapitre, la transformation des Pays-Bas sous l'influence napoléonienne et la naissance du royaume moderne des Pays-Bas. Avant de poursuivre avec cette partie cruciale de l'histoire, je voudrais vous demander un petit geste qui aiderait beaucoup la chaîne.
Partagez cette vidéo, laissez votre j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. En faisant cela simplement, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce contenu et vous contribuez à la croissance de notre communauté de passionnés d'histoire. Honnêtement, votre soutien fait toute la différence. Continuons l'histoire. 13. L'époque napoléonienne et la naissance du royaume des Pays-Bas. Lorsque la Révolution française éclata en 1789, toute l'Europe trembla. Les anciens royaumes s'effondrèrent, de nouvelles idées émergèrent, les armées avancèrent sans relâche. Et les Pays-Bas, république déjà affaiblie, se retrouvèrent pris dans ce tourbillon. Tout ce qui avait été stable pendant des siècles commença à s'écrouler. L'invasion française et la fin de l'ancienne République. En 1795, les troupes révolutionnaires françaises franchirent les frontières et occupèrent les Provinces-Unies sans grande résistance. Il ne s'agissait pas seulement d'une invasion militaire, c'était aussi l'avènement d'un nouveau modèle politique promettant égalité et liberté, mais qui impliquait également un contrôle français strict. L'ancienne République des Pays-Bas, celle qui avait brillé durant le siècle d'or, a officiellement disparu. C'est ainsi que naquit la République batave, un État satellite de la France qui devait se soumettre à ses ordres politiques, militaires et économiques. Pour beaucoup de Néerlandais, ce changement a été source de confusion. Certains voyaient dans les Français une opportunité de moderniser le pays. D'autres estimaient qu'ils étaient en train de perdre l'indépendance acquise pendant la guerre de 80 ans. La vérité, c'est que tout a changé. Nouvelle constitution, nouvelles institutions, nouveaux impôts et une énorme influence française sur chaque décision. L'avènement de l'Empire napoléonien quand la Hollande eut son propre roi français. En 1800, Napoléon Bonaparte jugea que la République batave ne suffisait pas à contrôler pleinement la région. Il établit donc un nouvel État, le Royaume de Hollande, et nomma son propre frère, Louis Bonaparte, roi. La situation semblait presque surréaliste. Les Pays-Bas, pays à la tradition républicaine séculaire, avaient désormais un roi de France siégeant à La Haye. Mais voici quelque chose d'intéressant. Le roi Louis Bonaparte n'a pas agi comme une simple marionnette de Napoléon. Il s'efforça d'apprendre le néerlandais, visita des villes, aida les victimes des inondations, prit soin des pauvres, et petit à petit, il commença à gagner l'affection des gens. À tel point que Napoléon s'en irrita. Son frère se comportait de façon trop hollandaise et désobéissante. En 1810, lassé de cette rébellion, Napoléon abolit le royaume de Hollande et annexa entièrement le territoire à l'Empire français. La Hollande devint une simple province de l'Empire napoléonien. La crise qui a ouvert la voie à la Renaissance, blocus continental, famine et inondations. L'annexion a engendré des problèmes immédiats. Le commerce néerlandais s'est effondré à cause du blocus continental, la stratégie de Napoléon qui interdisait tout commerce avec le Royaume-Uni. Les ports étaient déserts, les entrepôts vides et des milliers de marins sans travail. Les impôts élevés en France pesaient lourdement sur la population. Et cette guerre incessante a absorbé des ressources humaines et matérielles. Ce fut une période difficile, pauvreté, inflation et crise sociale. Il semblait que le pays ait définitivement perdu sa puissance et son identité, mais l'histoire réservait tout de même un rebondissement inattendu. La chute de Napoléon et l'opportunité d'une renaissance. En 1813, Napoléon commença à subir des défaites décisives. Son armée, jadis invincible, battait en retraite sur tous les fronts. Et tandis que la puissance française s'effondrait, les Pays-Bas y virent une opportunité. Les dirigeants politiques néerlandais, lassés des occupations et des rois étrangers, organisèrent un soulèvement. Avec le soutien des Britanniques, ils expulsèrent les derniers fonctionnaires français et rappelèrent la Maison d'Orange, exilée depuis des années, au pays. Le prince Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau revint en triomphe et fut proclamé prince souverain des Pays-Bas. 2 ans plus tard, en 1815,
Après la défaite finale de Napoléon à Waterloo, une décision historique fut prise. Le Royaume-Uni des Pays-Bas a été créé. Une nouvelle nation unie, Hollande, Zélande, Utrecht, Hollande méridionale et autres provinces du Nord, avec les provinces du Sud qui forment aujourd'hui la Belgique et le Luxembourg. L'objectif était clair, créer un État fort qui servirait de rempart contre de futures invasions françaises. Un nouveau départ, stabilité, reconstruction et modernisation. Sous le couronnement de Guillaume Ier, le pays entama un processus de reconstruction. L'économie a été modernisée. Des projets d'infrastructures majeurs ont été mis en avant. L'agriculture et le commerce ont été revitalisés. Le système financier a été réorganisé et les ports ont été renforcés. C'était la renaissance d'un pays qui avait traversé une invasion, une république satellite, un royaume étranger, une annexion forcée et enfin une libération. Les Pays-Bas se relevèrent comme ils le feraient tant de fois au cours de leur histoire. Mais l'union avec les provinces du Sud ne durerait pas éternellement. Très vite, des différences religieuses, économiques et culturelles allaient déclencher un conflit inattendu, qui donnerait lieu au chapitre suivant. L'indépendance de la Belgique en 1830 et la transformation du Royaume des Pays-Bas. 14. L'indépendance de la Belgique et la redéfinition du Royaume des Pays-Bas. Lors de la création du Royaume des Pays-Bas en 1815, nombreux étaient ceux qui pensaient que cette union entre le Nord et le Sud serait la solution définitive pour empêcher de nouvelles invasions françaises. Sur le papier, elle paraissait idéale, un État fort, uni par le commerce et stratégiquement situé entre les grandes puissances européennes. Mais la réalité était différente. Un pays qui paraissait uni sur la carte était profondément divisé de l'intérieur. Deux peuples, deux mondes, des affrontements inévitables. Les différences entre les Néerlandais du Nord et les Belges du Sud étaient profondes. Religion. Le Nord était majoritairement protestant, tandis que le Sud était catholique. Cette différence n'était pas seulement spirituelle, elle influençait les coutumes, l'éducation, la politique et même la façon de voir la vie. Économie. Le Nord dépendait du commerce, des ports et du transport maritime. Le Sud abritait la région la plus industrialisée du royaume, avec des mines, des usines textiles et une métallurgie. Langue. On parlait néerlandais dans le Nord. Dans le Sud, bien que le néerlandais existât dans certaines régions, le français était la langue dominante parmi l'élite. Guillaume Ier tenta d'imposer le néerlandais dans tout le royaume, ce qui engendra un énorme mécontentement. Politique. Le roi Guillaume Ier avait un style de gouvernement considéré comme autoritaire par de nombreux Belges, qui estimaient que leurs besoins étaient ignorés et que le Nord bénéficiait de davantage de privilèges. Toutes ces tensions ont lentement grandi, comme des braises cachées qui finiraient par trouver le vent parfait pour s'enflammer. 1830, l'étincelle qui a déclenché la Révolution. La flamme du changement est arrivée de façon inattendue. En août 1830 à Bruxelles, lors de la représentation d'un opéra patriotique, le public envahit les rues en criant « Liberté » et « Justice ». Cette œuvre, qui célébrait la lutte contre un oppresseur étranger, enflamma l'esprit de rébellion de milliers de citoyens. La manifestation s'est transformée en soulèvement. La ville était remplie de barricades, de groupes de volontaires, d'hymnes révolutionnaires et de cris d'indépendance. En quelques semaines, tout le Sud était plongé dans le chaos. Ce qui avait commencé comme une protestation culturelle s'est rapidement transformé en révolution nationale. Le roi Guillaume Ier a tenté de maintenir l'unité, mais il était trop tard. Guillaume Ier envoya des troupes pour reprendre le contrôle, et un instant, on crut qu'il y parviendrait. Cependant, la résistance belge était forte, organisée et alimentée par un sentiment d'identité nationale de plus en plus puissant. Dans le même temps, les principales puissances européennes, l'Angleterre, la France, la Prusse, l'Autriche et la Russie, suivaient la situation avec inquiétude. Personne ne souhaitait qu'une nouvelle guerre majeure éclate en Europe. Finalement, les puissances reconnurent l'indépendance de la Belgique et firent pression sur le roi Guillaume Ier pour qu'il accepte la séparation.
En 1831, la Belgique élut son propre roi, Léopold Ier, et affirma son indépendance. Les Pays-Bas ont lutté pour reprendre le contrôle, mais n'y sont pas parvenus. La séparation était irréversible. 1839, le traité qui a définitivement changé la carte. Bien que l'indépendance de la Belgique ait été proclamée en 1830, la lutte diplomatique se poursuivit pendant des années. Ce n'est qu'en 1839, avec le traité de Londres, que Guillaume Ier accepta finalement la séparation. Ce traité a défini les frontières modernes et a établi que les Pays-Bas continueraient d'exister en tant que royaume indépendant sous la Maison d'Orange. La Belgique resterait un nouvel État souverain. Le Luxembourg bénéficierait d'un statut particulier, relevant en partie de la sphère d'influence néerlandaise et allemande. Ainsi, le Royaume des Pays-Bas cessa d'être un pays dual et se transforma en le pays que nous connaissons aujourd'hui. Compact, maritime, profondément commercial et doté d'une identité plus claire que jamais auparavant. Une défaite transformée en opportunité. Bien que la perte de la Belgique ait été un coup dur, économiquement, politiquement et émotionnellement pour les Pays-Bas, cette séparation a ouvert de nouvelles perspectives. Le pays s'est concentré sur le développement de son commerce mondial. Elle a modernisé ses infrastructures, il a réformé son système politique et elle s'est réorganisée de l'intérieur, se renforçant ainsi pour l'avenir. Le 19e siècle allait encore apporter de nombreux changements. Réformes libérales, expansion coloniale, industrialisation et la lente naissance d'un État moderne. Et c'est ici que commence le chapitre suivant. Industrialisation, réforme libérale et essor de la Hollande moderne. 15. La Hollande contemporaine. Modernisation, pleine démocratie et émergence d'un pays modèle. Après la séparation d'avec la Belgique en 1839, les Pays-Bas se retrouvèrent face à un nouveau visage. Plus petit, avec moins d'industrie, le pays éprouvait le sentiment d'avoir perdu une part importante de son identité. Pourtant, au lieu de céder à la nostalgie ou à la frustration, les Néerlandais firent ce qu'ils avaient toujours fait, s'adapter, se réorganiser et aller de l'avant avec détermination. Ce fut le début de la transformation qui allait façonner la Hollande moderne, un pays qui a décidé de se réinventer. Le 19e siècle a apporté de profonds changements. Les villes néerlandaises ont commencé à se moderniser, des usines sont apparues et les ports, notamment Rotterdam et Amsterdam, sont devenus des centres industriels et commerciaux de plus en plus importants. Le chemin de fer a relié des régions auparavant isolées, accélérant ainsi les échanges de biens et de personnes. De nouvelles machines, de nouvelles industries et de nouveaux métiers ont vu le jour en peu de temps. Les Pays-Bas, bien que de petite taille territoriale, ont commencé à acquérir une grande puissance économique, non pas par la force militaire, mais par leur capacité à innover et à commercer. Réforme politique. La naissance de la démocratie telle que nous la connaissons. Avec la transformation de l'économie, la politique a également évolué. Durant la première moitié du 19e siècle, le roi conservait un pouvoir considérable. Mais la pression sociale en faveur de davantage de liberté et de participation s'accroissait progressivement. Finalement, en 1848, se produisit l'un des moments les plus importants de l'histoire politique néerlandaise. Johan Rudolf Thorbecke, un brillant juriste libéral, a rédigé une nouvelle constitution. Cette constitution a modifié l'équilibre des pouvoirs et a établi des piliers qui caractérisent encore aujourd'hui les Pays-Bas. Le Parlement a acquis une plus grande autorité. La liberté de la presse a été étendue. La liberté d'association a été consolidée. Et le roi perdit la capacité de régner de son propre chef. Avec cette mesure, les Pays-Bas sont entrés dans l'ère de la démocratie parlementaire, un système plus juste, plus équilibré et plus moderne. Transformation sociale et avènement de l'État-providence. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les Pays-Bas ont connu une urbanisation croissante. Celle-ci a engendré de nouveaux défis. Pauvreté urbaine, inégalité sur le marché du travail et problèmes de santé publique.
Le gouvernement a commencé à réagir en créant des lois pour protéger les travailleurs, renforcer l'éducation publique, améliorer les soins de santé et mettre en place des mesures sociales qui, au fil du temps, allaient façonner le célèbre État-providence néerlandais. Les écoles se sont développées, les universités ont prospéré et la culture s'est épanouie. L'art, la littérature et les sciences ont occupé le devant de la scène. Des peintres comme Van Gogh et Mondrian, ainsi que des mouvements intellectuels novateurs, ont fait rayonner les Pays-Bas sur la scène internationale. Le XXe siècle, guerre, reconstruction et naissance d'un pays pacifique. Malgré sa neutralité, les Pays-Bas furent envahis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une période de profonde souffrance et de destruction, mais aussi de résilience et d'unité. À la fin de la guerre, toute la nation s'est consacrée à la reconstruction de ce qui avait été perdu. Et, fait remarquable, en quelques décennies seulement, les Pays-Bas sont devenus un exemple mondial de prospérité, d'urbanisme, de tolérance et de modernisation. La construction de nouvelles maisons, de routes, de ports gigantesques et de projets impressionnants comme le plan Delta, un exploit d'ingénierie monumentale visant à contrôler les eaux de la mer du Nord, a démontré une fois de plus que les Néerlandais étaient passés maîtres dans l'art de dompter la nature grâce à leur ingéniosité et à leur esprit de coopération. Les Pays-Bas aujourd'hui, diversité, innovation et qualité de vie. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont connus pour son économie très développée, ses ports stratégiques, leur agriculture technologique, leur politique en matière de droits de l'homme, leur système de protection sociale, ses études supérieures, sa stabilité démocratique et sa qualité de vie enviable. Des villes comme Amsterdam, Utrecht, Eindhoven ou La Haye sont des centres d'innovation, de culture et de diplomatie internationale. Ce pays est également un exemple de coexistence multiculturelle. Bien qu'il soit confronté à des défis, comme tout pays moderne, il a su bâtir un modèle social fondé sur le respect, le dialogue et la recherche constante d'un équilibre. Un héritage qui perdure. Ainsi, après des siècles de lutte contre la mer, d'invasion, de division, de révolution et de transformation, les Pays-Bas sont devenus une nation forte et moderne, profondément consciente de son identité. Un pays qui a compris que sa plus grande richesse ne réside pas dans son territoire, qui est petit, mais dans son peuple, créatif, résilient et capable de transformer chaque difficulté en opportunité. Et c'est ainsi que s'achève ce voyage historique qui nous a menés des premiers habitants des plaines à la Hollande contemporaine, un pays qui est un exemple d'innovation, de démocratie et de coexistence dans le monde. L'histoire de la Hollande nous laisse une vérité simple, mais puissante. Un pays né entre les tempêtes, les inondations et les pertes a réussi à se relever encore et encore, jusqu'à devenir l'une des nations les plus admirées du monde. Et peut-être que vous, en écoutant cette histoire, avez senti quelque chose se déplacer en vous. Parce que les défis que la Hollande a affrontés ressemblent, d'une certaine manière, aux vôtres. Quand tout s'écroule, quand la vie déborde comme les eaux du Nord, on croit qu'il n'y a plus de chemin. Mais l'exemple hollandais nous montre que la solution existe toujours. Ils ont construit des digues, ils ont créé des ponts, ils ont transformé la douleur en direction, et vous aussi pouvez le faire. Que cette histoire ne reste pas apenas nos vidéos, m'attaque votre propre histoire, et vous rappelle que, comme la Hollande, vous pouvez reconstruire, réinventer et avancer, même lorsque tout semble perdu. Et avant que vous ne partiez, je veux savoir quelque chose de très important. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Lorsque vous commentez, aimez et vous abonnez, vous contribuez à ce que ce contenu touche davantage de personnes et à ce que cette communauté continue de grandir. Votre voix est un élément fondamental de cette chaîne. Merci d'être là et à bientôt pour la prochaine histoire.